Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux, merci de votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, nous allons d'abord parler de l'identification. Chaque année, près de 70 000 animaux sont déclarés perdus au fichier national d'identification. On verra en compagnie de la directrice déléguée de l'ICAD, c'est le nom de ce fichier, pourquoi l'identification est non seulement obligatoire, mais surtout extrêmement utile. Côté faune sauvage, focus sur un mal-aimé, le requin. On découvrira pourquoi ce requin est absolument lui aussi indispensable à la biodiversité. Et finalement, vous allez voir qu'on va essayer de combattre quelques idées reçues le concernant. Dans C'est votre histoire, nous donnerons la parole à une passionnée de poules. Et oui, vous avez bien entendu, car les poules peuvent être elles aussi des animaux de compagnie. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir nos conseils si vous aussi vous souhaitez faire l'acquisition de quelques poules. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio pour Vos Animaux. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et dans Vos Animaux et vous, nous allons parler ce matin de l'identification. Bonjour Dorothée Doré. Bonjour Natacha. Merci beaucoup Dorothée d'être avec nous. Vous êtes directrice déléguée chez ICAD. ICAD, c'est la société qui gère l'identification des carnivores domestiques en France. Première question, toute simple, Dorothée. À quoi sert en pratique l'identification ? Alors, l'identification permet de donner un numéro unique à votre animal et de créer un lien officiel avec lui dans un fichier national. D'accord, c'est en quelque sorte sa carte d'identité. C'est la carte d'identité dans laquelle vous allez retrouver son numéro unique, les informations principales de votre animal, son nom, ses caractéristiques animales et surtout vos coordonnées. Vous référencez donc l'identification des carnivores domestiques. Ça inclut quelles espèces ? Alors, les carnivores domestiques sont les chats, Oui. les chiens et les furets. Est-ce qu'ils sont égaux devant cette identification qui, je le rappelle, est obligatoire les concernant ? Alors, Est-ce qu'ils sont tous effectivement. correctement identifiés ? C'est ça le sens de ma question. Alors, l'identification est obligatoire. Alors, pour information, les chats doivent être obligatoirement identifiés avant l'âge de 7 mois, Oui. les chiens avant l'âge de 4 mois et les furets avant l'âge de 7 mois. Bien évidemment, aujourd'hui, l'identification n'est pas identique dans toutes les espèces. Les chats sont encore peu identifiés par rapport aux chiens. Mais est-ce que ça progresse un petit peu ? Parce qu'on le voit en termes de médicalisation, les chats sont de plus en plus médicalisés, c'est-à-dire que leurs propriétaires ne se disent plus ou de moins en moins « Oh, j'ai un chat, bon, il va se débrouiller tout seul et finalement, j'ai pas besoin de faire les vaccins, de l'emmener régulièrement chez mon vétérinaire, etc. » Est-ce qu'on a évolué par rapport à cet état d'esprit ? Alors, on a évolué. L'identification des chats et des chiens. Alors, l'identification est beaucoup plus répandue sur les chiens et évolue tous les ans, puisque on est sur 5 ans à une évolution de plus de 10% à peu près d'identification. Et la plus forte progression est sur les chats, puisque sur 5 ans, on est à plus de 60% d'identification. Bon, faut dire qu'on partait d'assez loin. Vous confirmez ? Effectivement. Je confirme. Alors, c'est des suppositions, puisqu'on n'a pas les chiffres des animaux non identifiés, mais on suppose qu'il y a à peu près un chat sur 2 non identifiés encore en France, alors qu'on a près de 90% des chiens identifiés. Alors, l'identification, on l'a bien compris, c'est la carte d'identité de notre animal. Elle se fait de quelle manière à ce jour, Dorothée ? Alors, très concrètement, il faut que vous preniez rendez-vous avec votre vétérinaire qui va identifier votre animal. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, il y a 2 moyens pour identifier votre animal. Soit il pose une puce électronique, soit il inscrit un tatouage dans l'oreille de votre animal. Ça se fait encore le tatouage, c'est pas un peu passé de mode, ça ? Enfin, Alors, le mode, c'est peut-être pas le mot juste d'ailleurs. Mais... Oui, c'est toujours possible. Il n'empêche que avec la puce électronique, votre animal peut voyager, alors que avec le tatouage, il ne peut pas. Alors, la puce électronique, c'est une toute petite, une petite capsule un peu plus petite qu'un grain de riz que le vétérinaire va mettre entre les omoplates de votre animal, et elle contient un numéro d'identification, un numéro unique. Et donc, en fait, le vétérinaire va poser cette puce électronique sur votre animal
Il va ensuite enregistrer dans le fichier national ICAD sous ce numéro les caractéristiques de votre animal et vos coordonnées. Mhm. Cette puce électronique, elle est neutre par rapport à la santé de notre animal. C'est pas parce qu'on va lui mettre cette puce qui, il faut le rappeler, est située sous la peau de l'animal, que ça va représenter un risque pour sa santé. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Elle est complètement inerte. En fait, c'est une puce qui réagit juste à un signal quand on passe un lecteur de puce où la réponse est juste le numéro d'identification qui est encapsulé dans cette petite capsule de verre, complètement neutre pour l'animal. Et on comprend bien tout l'intérêt de cette puce électronique lorsque l'on perd son animal. On va donner la parole à une première auditrice qui s'appelle Elodia. Bonjour Elodia. Oui. Vous avez perdu votre chat, c'est bien ça? Tout à fait. Racontez-nous. En fait, j'avais une jeune femelle de 1 an à l'époque, qui allait dehors de temps à autre quand elle réclamait. Oui. Et on habite dans une campagne, donc on est vraiment reculé par rapport aux grosses routes, etc. Et en fait, du jour au lendemain, elle n'est plus rentrée à la maison. D'accord. C'était quand ça s'est passé récemment? Non, ça date déjà d'il y a quelques années. Et depuis, vous ne l'avez jamais retrouvée? Non, jamais. Alors j'ai entendu des voisins me dire qu'ils l'avaient croisée à certains endroits du village où je suis allée, je l'ai appelée, j'ai posé une gamelle. Bon, bien évidemment, j'ai nourri tous les chats du quartier. Mais non, elle n'est jamais revenue à la maison. Est-ce qu'elle était identifiée? Malheureusement, je devais avoir rendez-vous la semaine d'après. Ah, voilà. Ça aurait pu aider effectivement à la retrouver. Restez avec nous, Elodia. Je redonne la parole à Dorothée Doré, qui, vous le rappelle, est directrice déléguée chez ICAD, qui est la société qui gère l'identification des carnivores domestiques en France. L'exemple d'Elodia, Dorothée, est assez caractéristique finalement de ces animaux perdus. Est-ce qu'on sait à peu près évaluer le nombre d'animaux perdus chaque année en France? Alors, aujourd'hui, dans notre fichier, donc le nombre de déclarations d'animaux perdus dans l'année est à peu près de 70 000 chats ou chiens. D'accord. Donc ça, ce sont des gens qui vous contactent, qui ont un animal qui a été identifié et qui ont perdu à un moment donné leur animal. Exactement. Et alors, il y a à peu près un chat sur toutes les 10 minutes qui se perd et un chien tous les 27 minutes. C'est énorme en fait. Et on comprend bien l'angoisse des propriétaires d'animaux. Elodia, j'imagine que vous avez été bouleversée quand vous avez perdu votre chatte. Ah oui, énormément. C'est comme un enfant à la maison, donc j'ai essayé de l'appeler tous les jours à heure régulière. De temps en temps, quand je voyais des chats, je m'arrêtais pour regarder si elle n'était pas parmi eux. À savoir qu'elle avait quand même été stérilisée. Donc partir pour une portée, c'était pas possible. Je l'avais stérilisée avant qu'elle puisse aller dehors et j'avais pris rendez-vous, comme elle avait le contrôle après la stérilisation, on avait dit qu'à ce moment-là, du coup, on la pucerait quand il lui faisait le contrôle, que tout va bien. Je sais plus à l'époque si c'était 1 mois ou 2 mois après l'opération. Et qu'est-ce que vous avez tenté pour la retrouver? Du coup, j'ai posé la litière devant la maison. Je l'ai appelée du coup à heure régulière. J'ai posé des gamelles qui ont nourri tout le quartier. Oui. Dehors. Et j'ai posé des affiches. J'ai mis sur Pet Alert, du coup, un site internet, sur Facebook, il y a un groupe. Oui, un réseau social qui permet justement d'alerter les autres propriétaires d'animaux. C'est ça, au cas où si quelqu'un la voyait. Donc j'avais mis une photo d'elle, etc. Et puis voilà, après, à mon niveau, c'était un peu compliqué de faire plus. J'ai appelé quand même les refuges avoisinants, savoir si quelqu'un ne l'aurait pas trouvé. J'ai été faire des tours là-bas, parce que bien évidemment, une chatte type européen non pucée, grise, il y en a un peu partout. C'est ça. Donc, du coup, j'ai été dans les refuges pour voir si on la retrouvait pas, et rien du tout. Est-ce que vous avez regretté de ne pas avoir fait plus tôt cette identification? Si, bien sûr, et même juste de l'avoir laissé sortir en fait. Oui, après ça, quand ils demandent à sortir, il y a des chats qui n'expriment pas le besoin, mais il y en a beaucoup quand même qui ont envie de sortir, donc c'est toujours compliqué de les garder à l'intérieur lorsqu'ils manifestent avec parfois beaucoup d'insistance leur envie d'aller à l'extérieur.
Oui, mais à savoir que là où j'habitais avant avec elle, du coup, elle allait pas du tout à l'extérieur. D'accord. Donc, je me dis que j'aurais peut-être dû continuer comme ça. À l'heure actuelle, j'en ai 2 qui vont pas du tout dehors. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, vous avez repris des chats, vous ne les laissez pas sortir. Est-ce que vous les avez fait identifier malgré tout? Ah oui, ils sont tous les 2 pucés. c'est bien. En plus, c'est 2 chats de race. Donc, ils étaient déjà pucés. Ils étaient déjà pucés. Et merci beaucoup Elodia pour votre témoignage parce que finalement votre récit est malheureusement assez banal et ce qui vous est arrivé avec la perte de votre chatte que vous n'avez pas réussi à retrouver, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de propriétaires d'animaux. Merci, bon week-end Elodia. Merci également. Dorothée Doré, c'est à peu près un quart des propriétaires de chiens ou de chats qui déclarent avoir un jour perdu leur animal, je crois. Alors, effectivement, c'est pour ça que l'identification, elle vient de le démontrer très clairement, est très important parce que le chat d'Elodia aurait pu être retrouvé et a peut-être été retrouvé par quelqu'un. Mais alors, Elodia le reconnaît, comme elle le dit, c'était son chat, elle aurait pu le reconnaître, mais une autre personne ne veut pas le reconnaître. Évidemment. C'est pour ça qu'il faut absolument identifier son animal. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut qu'elle identifie son animal, donc elle va donner un numéro à son animal et on va inscrire dans le fichier ce numéro en décrivant le chat. Et il faut que dans le fichier, ces coordonnées soient à jour. C'est-à-dire que comme le fichier peut être consulté, là pour le coup, par toutes les associations de protection animale, toutes les fourrières, tous les refuges, tous les vétérinaires de France, si son chat a été retrouvé par une personne, elle aurait été contactée pour venir le récupérer. À condition, comme vous l'expliquez très justement, d'avoir toujours des coordonnées à jour dans ce fichier. Ça veut dire très concrètement que lorsque l'on change de numéro de téléphone, lorsque l'on déménage, il faut penser à mettre à jour ces coordonnées. Comment on procède, Dorothée Doré, pour cela ? Alors, c'est très simple. Vous avez dû recevoir normalement la carte d'identification de votre animal où il est indiqué dessus des identifiants pour vous connecter sur le site ICAD. Et là, vous pouvez faire toutes vos démarches. Modifier votre numéro de portable, faire un changement d'adresse, déclarer une adresse temporaire si vous allez quelques mois dans le sud de la France. Ah, ça c'est possible également, pendant les vacances par exemple. Pendant les vacances, pensez à actualiser et mettre une adresse temporaire dans le fichier pour être sûr d'être contacté à tout moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il faut réagir lorsque l'on perd son animal, comme ce fut le cas pour Elodia ? Alors, quand on perd son animal, on appelle en priorité ICAD. Nous, on va enregistrer la perte de l'animal. On va vérifier avec le propriétaire que ses coordonnées sont à jour pour être sûr qu'il soit contacté. Et du coup, cette information est consultable et comme expliqué tout à l'heure, tous les professionnels, tous les refuges, animaleries, etc. vont pouvoir se connecter et voir que Elodia a perdu son chat. Ça, c'est la première démarche administrative. Il y a des petites astuces en plus à faire pour maximiser les chances de retrouver son chien ou son chat ? Alors, nous, on vous conseille, on a développé une application fil à la patte qui permet, du coup, de façon géographique, de justement voir tous les animaux qui ont été déclarés perdus, trouvés dans un rayon de X kilomètres autour de vous. Cela vous permet, et vu aussi, donc il y a des personnes qui voient des animaux mais qui n'ont pas vu l'identification de l'animal, ce qui permet du coup de vous pouvoir aller regarder si votre chat n'a pas été vu par un des voisins dans un périmètre pas trop éloigné. Oui. Et plus éloigné si vous voulez, mais voilà. Alors là, vous parlez du cas de figure de la France. Est-ce que le fichier que vous gérez est aussi un fichier européen pour les gens qui voyagent avec leur animal de compagnie ? Alors, il n'existe pas de fichier à proprement dit européen où on recense toutes les identifications. Il existe néanmoins un fichier qui s'appelle EuroPetNet, qui recense tous les fichiers de tous les pays européens. D'accord, donc c'est une mise en commun des fichiers de chaque pays, c'est ça un peu ? Exactement. Vous pouvez taper le numéro d'identification de n'importe quel animal, on va dire européen, et vous allez savoir dans quel fichier il est enregistré. Et donc du coup, vous pouvez
contacter le fichier pour déclarer soit l'animal perdu, soit pouvoir entrer en relation avec le propriétaire si vous l'avez retrouvé. Alors, à l'inverse, tout à l'heure, je vous ai demandé ce qu'il fallait faire, comment il fallait réagir si on perdait son animal. À l'inverse, on trouve un animal. Comment doit-on réagir? Qui doit-on contacter? Alors, quand vous trouvez un animal, il faut du coup vérifier s'il a un numéro d'identification. Donc, mais ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller voir un vétérinaire ou un refuge, une association de protection animale qui, eux, sont munis d'un lecteur de puce. Elle va pouvoir lire la puce électronique. Eux, ils ont des accès aux fichiers. Et donc, va pouvoir vous dire si l'animal à qui il appartient et va pouvoir déclarer l'animal trouvé. Et nous, on va mettre en relation le propriétaire et appeler le propriétaire en lui disant votre animal a été trouvé par le refuge lambda ou par le vétérinaire X. D'accord, donc vous faites l'intermédiaire finalement entre ceux qui trouvent et ceux qui cherchent. Exactement. Alors on l'a bien compris, l'identification est extrêmement utile, tout simplement pour suivre son animal, surtout et en cas de perte. C'est aussi essentiel au moment des cessions. Ça veut dire que quand on vend un animal, il doit être identifié. Là, je parle des chiens, des chats, de ceux qu'on qualifie de carnivores domestiques. C'est vrai aussi si la cession se fait à titre gracieux, c'est-à-dire si on donne un animal. Exactement. Aujourd'hui, l'identification est obligatoire avant toute cession. Pourquoi? Pour justifier que vous avez bien donné le bon animal. Donc, avant toute cession, il faut faire identifier son animal. Il faut du coup aller voir un vétérinaire. Il va également faire un certificat de bonne santé. Il va vérifier la santé de l'animal avant la cession. Est-ce qu'il y a des particularités justement dans cette législation liée à l'identification des animaux? Alors, il existe des particularités un peu spécifiques. Il y a une législation particulière pour des chiens, on va dire, dits dangereux selon la loi, ou certaines races, il faut un permis de détention. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir en novembre où on va... Alors, il n'y a pas encore de décret, mais il va y avoir un certificat de connaissance avant la possession d'un chien ou d'un chat. Voilà, donc il y a un certain nombre d'obligations qui sont en train de se mettre en place. Pareil, si vous avez un animal qui est introduit sur le sol français, un animal avec une identification étrangère, il y a certaines obligations à suivre pour l'introduction sur le sol français. D'accord. Et qu'est-ce que l'on risque si on ne fait pas identifier son animal ? À part, évidemment, le fait de minimiser les chances de le retrouver s'il est perdu. Alors, aujourd'hui, je le rappelle, c'est obligatoire. Alors, l'identification a un intérêt, on vient de l'expliquer sur le perdu trouvé, mais elle est surtout obligatoire. Et donc, s'il y a un défaut d'identification, il y a une contravention de 4e classe qui peut entraîner jusqu'à 750 € d'amende. C'est vraiment contrôlé, ça, Dorothée Doré ? C'est une bonne question. C'est pas encore tout à fait contrôlé. Après, c'est possible. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, légalement, il vous faut identifier votre animal. Et déjà, pour les raisons qu'on vient d'expliquer sur le perdu trouvé et sur la traçabilité de votre animal, pour aussi le lier à vous, parce que c'est important. Et ensuite, c'est une obligation parce que l'animal, ça permet également de justifier ses vaccinations, ça permet de voyager, il permet de voyager. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui est ouverte avec l'identification. Bon, donc on a bien compris, c'est une obligation, c'est la loi. C'est pas tout à fait encore contrôlé, peut-être comme ça devrait l'être, mais en tout cas, les propriétaires de chiens et de chats ont un intérêt vis-à-vis de leur animal à le faire. Je vais juste peut-être insister sur les chances de retrouver son animal lorsqu'il est identifié. Est-ce qu'elles sont très concrètement supérieures à un animal qui n'est pas identifié ? Alors, très concrètement, l'exemple d'Elodia était très précis. C'était un bon exemple, oui. C'était un très bon exemple. Elle n'a pas pu retrouver son animal, alors qu'il a peut-être été retrouvé. Effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près 42 000 animaux qui ont été récupérés par leurs détenteurs. Bien évidemment, nous ressentons sur les 70 000 animaux perdus. Donc ça fait quand même plus d'1 sur 2. Exactement.
Et d'après une enquête TNS Sofres, il y aurait en fait 40% de chances de plus de retrouver son animal lorsqu'il est correctement identifié. Donc voilà, j'essaie de trouver tous les arguments ce matin pour donner envie à ceux qui ont un chien ou un chat qui n'a pas encore sa puce électronique, eh bien de faire cette démarche, parce que on le répète, Dorothée Doré, c'est une démarche qui n'est pas contraignante pour l'animal, hein. On fait simplement une mise en place de la puce grâce à une grosse seringue. Allez, ça fait peut-être une petite douleur au moment de la pose de cette puce électronique, mais après il n'y a pas de conséquences sur sa santé. Et surtout, vraiment, c'est essentiel parce qu'on a tous, à un moment donné, on prend tous le risque de perdre notre animal, et quand il est identifié correctement, eh bien on peut le retrouver plus facilement. J'aimerais juste qu'on termine avec un mot sur ceux dont on ne parle pas souvent dans cette liste des carnivores domestiques. Ce sont les autres, les furets notamment, qui doivent être identifiés. Exactement. Les furets aujourd'hui doivent être identifiés, et de la même façon que les chats, ils doivent être identifiés après l'âge de 7 mois, obligatoirement. Ça, c'est peut-être davantage fait que sur les chats. Les propriétaires de furets sont peut-être plus sensibilisés. Alors la population de furets, alors autant la population de chats, on est à peu près à 7 millions de chats identifiés en France. La population sur les 15 millions de chats qui sont a priori recensés sur le territoire, donc 1 sur 2, c'est pas beaucoup. Exactement, c'est pas beaucoup. Et les furets, on a une population de 40 000 furets sur le territoire. Donc c'est beaucoup plus faible et il y a beaucoup moins de possesseurs de furets. Eh bien, merci infiniment Dorothée Doré, directrice déléguée chez ICAT, d'être venue nous expliquer tout l'intérêt de l'identification de nos animaux pour éviter de les perdre, parce qu'on sait que c'est un crève-cœur à chaque fois. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler d'un grand mal-aimé, le requin. Sud Radio. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio, vos animaux, 10h-11h. Natacha Harry. Bon samedi matin à tous. Merci à vous d'écouter Sud Radio. On est ensemble encore pendant près de 30 minutes. On va parler tout à l'heure des poules. La poule, peut-être le nouvel animal de compagnie. Mais pour tout de suite, c'est notre séquence à l'état sauvage, où il est question d'un grand mal-aimé, le requin. Sud Radio, vos animaux, à l'état sauvage. L'océanographe François Sarano a eu la chance de faire plusieurs centaines de plongées en compagnie des requins. Une femelle requin blanc lui a inspiré un livre qui s'appelle Au nom des requins, qui vient d'être publié aux éditions Actes Sud. Bonjour François Sarano. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous savez quoi ? On va pas démarrer cette séquence sur les requins par le requin qui fait peur, par les chiffres d'accidents avec des requins. Moi, j'ai envie qu'on démarre en parlant positivement du requin, car c'est un mal-aimé et finalement, il est absolument fascinant, ce requin. Ces requins même, doit-on dire. Et oui, évidemment, il y a un malentendu, parce que les gens ne vont pas les rencontrer sous l'eau. Mais lorsque nous, les plongeurs, on est en leur compagnie, lorsqu'ils nous offrent une audience, lorsque tout d'un coup, on peut épaule contre nageoire les regarder les yeux dans les yeux, alors on découvre leur vraie nature, souvent timide, méfiant. Et la grande difficulté, c'est de se faire accepter par eux. Alors là, les rencontres sont authentiques. Elles offrent des moments de bonheur infini. Et c'est ça que nous voulons partager. C'est ça qu'il faut dire, qu'il faut hurler. Et effectivement, comme vous le soulignez, ne pas insister sur les très, très, très rares accidents qu'il y a chaque année, alors que sur toutes les autres activités de nature, il y en a infiniment plus et qu'on n'insiste pas sur eux. Alors, on en parlera forcément à un moment donné de cette interview, François Sarano. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous fascine tant chez les requins ? C'est que justement, il représente l'altérité absolue, c'est-à-dire celui qui nous est le plus étranger et avec lequel il paraît si difficile de communiquer. Et il suffit d'aller dans l'eau nu, d'aller à l'eau avec eux sans a priori pour découvrir que l'on peut être en paix avec eux et vivre des moments formidables qui nous changent pour toujours. C'est ça.
Donc, ils sont les symboles de ceux qui ne sont pas compris parce que on n'ose pas faire le pas pour aller les rencontrer. Vous avez notamment été très inspiré par une rencontre, celle avec Lady Mystery. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Lady Mystery et surtout pourquoi cette rencontre vous a autant bouleversé? Lady Mystery, c'est une grande femelle requin blanc de 1,5 tonnes, 5,50 m, et la sœur des Dents de la Mer. Et lors du tournage du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Clouseau, j'ai eu la chance d'être accepté par cet énorme requin blanc et de nager à côté d'elle à quelques centimètres. Mais là, vous savez, ça ne se mesure pas en centimètres la distance qui nous séparait. Ça se mesure en confiance réciproque, ça se mesure en moment de paix, en moment de sérénité. Et je me suis dit, mais quel malentendu! Il faut hurler ce bonheur. Il faut dire à quel point nous nous trompons et que nous serons plus riches si nous acceptons les requins à côté de nous dans ce monde formidable qu'est l'océan. Vous, ça vous révolte quand on voit qu'on tue les requins tout simplement pour essayer de protéger les utilisateurs humains des mers qui n'ont pas forcément compris la relation qui doit s'instaurer avec ces animaux. Ça me révolte quand on massacre inutilement. Ça me révolte parce que les gens ne comprennent pas. Non seulement ils se privent d'une richesse formidable, mais ils ne comprennent pas qu'on doit pratiquer une activité de nature en toute responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut apprendre les règles de l'écosystème, c'est-à-dire qu'il faut respecter les règles de l'écosystème pour pouvoir pratiquer en paix son loisir nautique. Or, aujourd'hui, on est face à des consommateurs de loisirs nautiques qui refusent cet apprentissage et qui disent j'ai payé, j'y ai droit, et qui considèrent que la mer, la nature, doit être aussi parfaite qu'un centre de Disneyland. Voilà. Et là, c'est là où il y a vraiment un malentendu. Alors, quand vous nous expliquez que ces requins, et notamment les grands requins blancs, vous inspirent la paix, il faut quand même peut-être comprendre que nos auditeurs, et moi-même, pouvons être un peu surpris par cela. Parce que moi, je serais à côté d'un grand requin blanc, je dois vous le dire en toute honnêteté, je serais absolument terrorisée. Comment se fait-il que vous puissiez nouer cette relation, vous insérer dans leur univers et que ça se passe bien? Alors, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et si vous étiez avec moi, vous seriez enthousiasmé, encore une fois, je n'en doute pas. Je prends ça comme une invitation, François. Mais bien entendu, et ce que je veux dire par là, c'est parce que justement, la plupart d'entre nous n'essayons pas d'aller rencontrer les requins, que nous supposons que ça va mal se passer. Mais quand on regarde les faits, il y a une centaine d'accidents par an dans le monde, avec des centaines de millions de baigneurs dans la zone où les requins vivent. Et si on comparait à n'importe quelle autre activité de loisir, même, tenez, avec des animaux domestiques, avec les chevaux, en France métropolitaine, il y a plus de 6000 accidents par an et qui conduisent à une dizaine de décès juste en France métropolitaine. C'est-à-dire que c'est 10 fois plus, 100 fois plus qu'avec les requins. Quand vous interviewez quelqu'un sur l'équitation, vous ne parlez pas des accidents, vous parlez de la plus belle conquête de l'homme, vous parlez de l'enthousiasme des gens qui font des passages en forêt avec leurs chevaux, vous parlez des sauts d'obstacles. Eh bien, avec les requins, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on est enfermé dans des a priori tels que systématiquement, on revient sur ces bouleversants, dramatiques accidents, mais qui en définitive sont infiniment moins nombreux que ceux qui touchent toutes les autres activités de nature. Alors, dans votre ouvrage qui s'intitule Au nom des requins et qui est publié aux éditions Actes Sud, justement, vous prenez la parole pour défendre ces animaux. Quels sont les messages que vous voulez faire passer? On a bien compris que vous estimez qu'on ne les connaît pas suffisamment et que ça explique en grande partie nos a priori sur ces animaux-là. Mais quels sont les autres messages que vous voulez faire passer? Et qu'est-ce que vous avez appris au cours de toutes ces années, au cours de ces centaines de plongées que vous avez pu faire dans votre carrière? Alors, je le répète vraiment, c'est que quand on est avec eux, on est en paix. Et au-delà de ça, ces grands animaux, comme toutes les créatures vivantes, font partie de l'écosystème. Ils tissent des interdépendances avec les autres animaux marins. Et chaque fois
que nous faisons disparaître une espèce ou que nous diminuons formidablement la population, nous fragilisons la toile du vivant. Et cette toile du vivant, nous en faisons partie. Nous ne sommes que l'un des fils reliés à tous les autres vivants qui constituent cette toile. Et plus nous coupons de fils, plus nous fragilisons notre propre vie, notre propre écosystème. C'est-à-dire que nous sommes liés aux requins de près et de loin et qu'il est nécessaire de préserver globalement les requins et l'ensemble du vivant marin. On va donner la parole, François Sarano, à l'un de nos auditeurs qui a une question à vous poser. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Ah, c'est une auditrice, pardon. Bonjour Claude, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour, il n'y a pas de mal, on peut marcher avec les deux. Voilà, exactement. Vous souhaitiez poser une question à François Sarano, océanographe, plongeur professionnel. Il a été chef d'expédition du commando Cousteau pendant 13 ans à bord de la Calypso, directeur de recherche. Voilà, un homme passionné par les océans et grand connaisseur des requins. Oui, le problème, c'est que nous, en tant que terriens, on peut pas, on n'a pas l'habitude de côtoyer ces animaux-là. Donc, est-ce qu'on peut vivre en paix? Est-ce qu'on pourrait les apprivoiser si on l'avait, je sais pas moi, pas loin de chez nous? C'est vrai qu'on leur fait une réputation un peu. Moi, j'ai jamais supporté trop le film Les Dents de la Mer. Ça m'horrifie un peu parce que bon, les animaux ils sont sur Terre, on devrait pouvoir cohabiter avec eux. Est-ce que le fait qu'on les connaisse pas, c'est certain que peut-être qu'on leur attribue des caractères qui sont pas vraiment les leurs. Mais comment bon, cohabiter, François, avec ces animaux Et puis, effectivement, moi, je rejoins Claude. Les Dents de la Mer, c'est quand même la plus mauvaise publicité qu'on ait pu faire pour ces animaux. Les Dents de la Mer, c'est un film formidable. Bien sûr. Mais c'est nous qui nous trompons. Pourquoi? Quand je regarde un film de fantômes, je ne crois pas aux fantômes. Quand je regarde un film de vampires, je ne crois pas aux vampires. Et ici, il a fallu que nous, les humains, croyons et faisons vérité de ce qui est une magnifique légende, celle des Dents de la Mer. Voilà. Donc c'est bien nous qui nous trompons, et ceci est en grande partie lié aussi à l'emballement médiatique chaque fois qu'il y a un accident. Si nous faisions à chaque fois qu'il y a un accident de la route le même tapage que lorsqu'il y a un accident avec un requin, eh bien nous n'en finirions pas. Et si on fait grand cas de tout ça, c'est que justement ils sont formidablement rares. Et l'autre chose, n'allons pas les apprivoiser, cohabitons en étant libres, indomptés les uns avec les autres. C'est leur indépendance sauvage qui fait notre richesse. Nous avons, nous les humains, l'envie toujours de tout contrôler, de tout ramener à nous, de satisfaire nos caprices en allant caresser les animaux. Non, c'est parce qu'ils nous échappent qu'ils nous ouvrent des espaces de liberté. C'est parce qu'ils nous échappent qu'ils agrandissent notre horizon de notre imaginaire. Et surtout, l'univers marin est le leur. Le malentendu, c'est que nous considérons que la bande littorale est nôtre et qu'il s'agit d'un parc de loisirs. C'est là où il y a un malentendu. Non, elle est peuplée d'animaux sauvages, libres, et en ce sens, il faut apprendre leurs règles pour pouvoir vivre avec eux en paix. D'ailleurs, précisons, François, vous, quand vous plongez pour aller à la rencontre des requins, et notamment des grands requins blancs, vous le faites sans cage. Ah bah, évidemment. Quand vous allez voir des Ça amis, vous semble évident, mais je peux vous assurer que ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais oui, parce qu'encore une fois, l'enfermement culturel, il s'agit bien de ça, doit être brisé. Il faut voir la réalité. Avec mes camarades, nous avons fait des centaines de plongées avec des grands requins blancs. Je dis bien Et comment vous vous organisez pour que ces plongées se fassent quand même en sécurité? Parce que, bon, on a bien compris que vous ne les considérez pas forcément comme des animaux dangereux, mais quand même. Il n'y a pas d'accident. Si vous regardez les faits, il n'y a pas d'accident sur plongeurs. Il y en a eu 2 au cours des 10-15 dernières années, dont un accident sur une jeune fille qui s'appelle Céline Lefebvre, qui a été mordue par un requin tigre et qui aujourd'hui parcourt les écoles pour témoigner de la richesse du monde marin en incluant ces requins et en préservant les requins. La plupart des gens qui sont mordus par les requins souhaitent témoigner et dire non, surtout n'allons pas massacrer les requins parce qu'il y a eu un accident. Cela arrive, les accidents. Et les requins sont des animaux qui sont nécessaires au monde marin et qui sont donc nécessaires à notre vie, à nous aussi. Et encore une fois,
Il n'y a aucun risque. Différencions le danger et la peur. Moi, quand que je fais de l'escalade, je suis encordé, il n'y a pas de danger. Parfois, vous savez, c'est vertigineux et j'ai un peu peur. Mais les gens prennent la route avec le samedi soir, ils n'ont pas peur et pourtant, il y a un vrai danger. Comment dire? C'est nos a priori qui font ça. Et lorsqu'on plonge avec les requins, il faut y aller sans a priori, par conséquent, sans cage, sans protection particulière. Elles sont inutiles. Vous n'allez pas mettre une cage en allant plonger avec un mérou. Vous n'allez pas mettre une cage, vous ne vous enfermez pas Ça dans fait une pas la cage. même impression quand même, si je peux me permettre, François Sarano. Eh ben voilà, c'est le mot impression. C'est bien là-dessus qu'il faut ça. Nous sommes des êtres raisonnables, nous les humains. Nous devrions donc nous appuyer sur les faits. Appuyons-nous sur les faits. Il est dangereux de marcher et de faire une promenade dans le Vercors chez moi parce qu'il y a plus d'accidents de chasse, rien que dans le Vercors, que dans l'ensemble du monde entier d'accidents de requins. Donc je devrais avoir peur en allant marcher. Non, je suis raisonnable. Je dis qu'il y a quand même peu d'accidents de chasse. Et il y en a infiniment moins de requins. Par conséquent, moi, raisonnable, je me dis que nager au milieu des requins n'offre aucun danger. Et voilà. Et nous sommes des êtres raisonnables. Utilisons pour une fois cette raison pour profiter pleinement de la richesse du monde et des créatures sauvages comme les requins. Claude, vous êtes convaincu ? Oui, je suis convaincue. Merci de faire l'avocat pour les de faire pour le ces plaidoyer animaux-là. pour ces animaux. Voilà, il faut avoir quelqu'un qui soit leur porte-parole un peu. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que fait François Sarano dans son ouvrage Au nom des requins. Merci beaucoup, Claude. Très bon week-end, toujours à l'écoute de Sud Radio. Au revoir. J'aimerais, François, pour terminer, que vous nous disiez quelques mots de votre association Longitude 181. Alors, l'association Longitude 181, en fait, c'est 20 ans cette année. Depuis 20 ans, nous avons lancé un code éthique à destination des plongeurs qui s'appelle la Charte internationale du plongeur responsable. Et sur ce code éthique qui nous dit de faire plus attention à la fois au monde marin et aux habitants des régions où les plongeurs vont découvrir la mer, eh bien on a mené des programmes à la fois de sensibilisation, on parle des requins, mais des programmes de protection, on a aussi des actions en justice lorsque les réserves marines ne sont pas respectées, et puis on a des études scientifiques, beaucoup sur les cachalots. Bref, nous voulons, par nos actions, par notre sensibilisation, offrir à vos enfants, à mes petits-enfants, une mer plus riche que celle qu'on voit aujourd'hui. Et c'est possible, c'est facile. Il suffit que nous prêtions attention aux requins et aux autres animaux marins, que nous fassions des réserves marines. Et si vous voulez nous retrouver aujourd'hui, revenez au Salon de la Plongée. Je vous en parlerai. C'est Porte de Versailles à Paris, effectivement. Porte de Versailles à Paris. C'est l'enthousiasme qui nous porte. François Sarano, ben oui, effectivement, vous me retirez les mots de la bouche. Merci pour cet enthousiasme. Merci d'avoir à ce point défendu avec passion les requins. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Au nom des requins, c'est aux éditions Actes Sud. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, François, dans cette émission pour parler de ces animaux et du monde marin de manière générale. Allez, on marque une courte pause et on trouvera un tout autre sujet, les poules, animal de compagnie. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, c'est votre histoire. Pourquoi ne pas accueillir une poule chez vous comme on adopte un chien ou un chat? C'est ce qui est en train d'arriver à cet animal de ferme que nous sommes de plus en plus nombreux à apprécier. Bonjour Anne-Denis. Bonjour. Anne, vous êtes une passionnée de poules avec votre compagnon Michel Audureau qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle « J'élèverai bien des poules » aux éditions Terre Vivante. Vous êtes éleveuse de poules depuis de nombreuses années maintenant. Oui, ça fait, j'ai calculé 25 ans environ qu'on a commencé à effectivement élever des poules. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'élevage de poules ? Au départ, c'était c'est vrai qu'après le travail, ça permet de se laver la tête un petit peu. Et puis, il y avait aussi l'envie d'avoir une autoproduction, donc d'avoir des œufs. Oui. Et puis, comme on est à la campagne, on a beaucoup de surface, l'élevage de poules était vraiment approprié. Alors évidemment, quand on décide de prendre une poule, ce n'est pas une poule qu'il faut prendre, mais plusieurs poules. Quels sont les conseils, Anne, vous qui êtes une passionnée, qui connaissez bien les poules, que vous pourriez donner à nos auditeurs qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio et qui souhaiteraient avoir des poules à la maison ?
Eh bien, Par où on commence? Par où on commence? Déjà, de se poser la question si on a assez de terrain, parce que les conditions d'accueil sont vraiment essentielles. Une poule, ça a besoin d'au moins 40 mètres carrés pour avoir un parcours avec de l'herbe dessus. Et donc, si on a 2 poules, parce qu'on faut au minimum 2 poules, ça fait 80 mètres carrés. Donc, la première question à se poser, c'est de la surface dont on dispose. D'accord. Ça, c'est indispensable. Après, c'est d'avoir un poulailler. Donc après, un poulailler qui ferme, parce qu'effectivement, il y a des prédateurs. Alors les gens disent oui, moi je vois pas de renard, sauf qu'au bout d'un moment, il finit par détecter les poules. Il a un bon flair, le renard. Et c'est impératif d'avoir un local hermétique. Et donc on ouvre le matin et le soir. C'est ça, vous les enfermez systématiquement la nuit? Systématiquement. Donc en fait, elles rentrent toutes seules. Donc à la nuit tombée, elles rentrent dans leur dortoir. Donc ça c'est pratique, mais il faut aller fermer. D'accord. Ça n'existe pas les poulaillers automatiques? Alors si, il existe des systèmes de portier automatiques qui se règlent soit avec l'heure ou avec la lumière du soleil. Et donc on a un voisin qui a ça par exemple, c'est très pratique. Donc ça se ferme automatiquement et ça s'ouvre automatiquement. Donc ça permet, surtout l'hiver, quand les journées sont courtes, quand on revient du travail, il fait nuit, et ça permet effectivement que le poulailler se ferme tout seul. Donc ça c'est bien pratique. Alors une fois qu'on a les installations qui conviennent, qu'on est sûr d'avoir des poules qui vont vivre en sécurité par rapport aux prédateurs, comment on choisit sa race de poule ou ses races de poules? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Alors après, je dirais, ça dépend. Il existe en fait au total une centaine de races de poules. Après, ça dépend si les gens... Il existe ce qu'on appelle les races hybrides qui sont en fait utilisées en élevage professionnel. Donc ce sont des poules très familières qui sont des bonnes pondeuses. Après, on peut choisir des poules de race. Et alors là, ça dépend de l'opportunité. En fait, on peut s'adresser à des sociétés avicoles pour en acheter, où il y a aussi des gens qui sont spécialistes d'élevage de poules de compagnie pour les particuliers. Donc, oui, parce qu'en fait, il y a... vous m'arrêtez si je dis des bêtises, parce que je dois bien admettre que je ne suis pas une grande spécialiste des poules. Mais il y a les races dites pondeuses, vraiment qui sont celles que l'on retrouve dans les élevages où on a des poules justement pour avoir des œufs. Voilà. Et puis il y a les poules dites d'ornement qui peuvent aussi pondre évidemment, mais qui sont pas forcément aussi bonnes productrices en œufs. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, il peut y avoir aussi des poules d'ornement bonnes pondeuses en fait. D'accord. Voilà. Donc, mais une bonne pondeuse, elle peut faire jusqu'à 220 œufs par an, 240. Nous, c'est ce qu'on a des gélines de Touraine, puisqu'on est en Touraine, et donc c'est une bonne pondeuse. Des comment vous dites? Des gélines de Touraine. Des gélines de Touraine. Voilà. À quoi ressemble-t-elle? Elle est noire avec une crête rouge. D'accord. La peau noire, voilà. Et puis les moins bonnes pondeuses, elles vont être à 150, 180 œufs par an, quoi. Donc après, tout dépend de l'objectif, si c'est juste avoir des animaux de compagnie et pour le plaisir de les regarder, ou si on veut aussi avoir des œufs. Bien sûr. En sachant qu'une poule, ça pond pas très très longtemps, en fait. Au bout de 4-5 ans, il n'y a plus beaucoup d'œufs. Donc il faut aussi se poser la question, quand on a des poules, de ce qu'on fait après, quoi. Si on veut des œufs, Combien de temps vivent-elles? Elles peuvent vivre une douzaine d'années. Donc c'est là où il faut se poser la question. C'est soit effectivement j'agrandis le poulailler et j'agrandis la surface dédiée pour les poules, soit je m'en débarrasse, ou je les donne, ou je les trucide. Voilà, il n'y a pas de règle en la matière, mais c'est un peu compliqué pour les gens. Il faut se poser cette question au départ, quoi. Alors, on comprend bien qu'il y a ce côté fort sympathique d'avoir des œufs frais dans son jardin. Et il y a aussi le côté animal de compagnie. Quel type de relation on peut nouer avec une poule, Anne-Denis ? En fait, les poules, si on passe du temps avec elles, qu'on leur donne des gâteries, elles vont venir nous voir. Par exemple, si on leur donne des verres de farine elles accourent tout de suite. Nous, on avait des meusiennes, c'est des poules très familières, à nous monter sur les épaules, voilà, parce qu'elles venaient nous voir.
Donc ça, c'est en leur donnant des gâteries, en allant les voir régulièrement, en étant calme avec elles. Donc nous, quand on mange, par exemple, autour de la maison, si on mange des sardines grillées, elles ont repéré qu'on était là et viennent systématiquement en se disant peut-être qu'on va avoir des têtes de sardines ou quelque chose ce midi. Donc finalement, on peut avoir une relation presque affective avec ces animaux aussi. Tout à fait. La relation, je dirais, est moins poussée. Enfin, moi, je trouve qu'avec un chien ou un chat, mais on peut avoir une relation affective avec ces animaux, oui, tout à fait. Eh bien, merci infiniment Anne-Denis d'être venue nous parler de ces nouveaux animaux de compagnie, on peut les qualifier ainsi. Et je rappelle le titre de l'ouvrage de votre compagnon Michel Audureau, ça s'appelle « J'élèverai bien des poules », c'est aux éditions Terre Vivante. Voilà, c'est la fin de vos animaux. J'ai été ravie de vous retrouver et de parler avec vous d'animaux de compagnie et de faune sauvage pendant près d'1 heure. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dès samedi prochain à 10h. Ciao à tous et bon week-end bien sûr à l'écoute de Sud Radio.